Oui, d'accord. C'est maigre comme assistance, mais Madame, vous m'entendez? oui, là c'est bon, là c'est mieux. D'accord. Oui, tu Avant, me disais? j'ai publié, je leur ai demandé pourquoi vous n'assistez pas et tout. Ils m'ont dit que c'est des problèmes de connexion, on n'arrive pas, on a tout fait pour. Mais malheureusement, c'est pas tout le monde qui peut. Et quand ils accèdent, ça se coupe vraiment beaucoup, donc ils n'arrivent pas à vous suivre. Voilà. Pour ça Ok. que- Alors, nous, on s'était arrêté à ces mouvements. Alors, on a traité ensemble la contraction musculaire et on est passé aux autres mouvements à l'intérieur de la cellule. On a parlé de l'endocytose et de l'exocytose, les éléments du cytosquelette qui sont impliqués dans chacune. Et on a vu que l'équivalent de l'endocytose et de l'exocytose s'appelle transport axonal antérograde pour l'exocytose et rétrograde pour l'endocytose quand il s'agit des cellules nerveuses. Ensuite, on est passé au mouvement contractile des cellules non musculaires, une contraction qui permet par exemple de séparer la cellule mère en deux cellules filles. Et là aussi, le travail se fait entre la myosine 2, qui n'est pas sous forme de filament épais ici, mais tout simplement formé par deux molécules qui vont interagir avec deux filaments d'actine qui sont parallèles l'un à l'autre et dans les orientations, c'est-à-dire l'extrémité plus et l'extrémité moins, excusez-moi. Donc, je disais que dans ce cas, les filaments d'actine sont orientés l'un à l'opposé de l'autre. Par exemple, dans cette ceinture, on va avoir un filament qui a l'extrémité plus ici et un autre qui, dans l'extrémité plus, est là. Et comme nous avons compris que les têtes de myosine se déplacent de l'extrémité moins vers l'extrémité plus, ça veut dire que cette tête, elle va faire cette distance, elle va s'attacher à tous ces monomères. Et au fur et à mesure qu'elle s'attache et qu'elle se détache, le filament va être poussé dans ce sens. Pardon. Donc, elle fait le travail du moins vers le plus. Le filament, il va être poussé dans le sens inverse. C'est-à-dire, quand elle le lâche, il va glisser. Et la même chose ici, celle-là, elle a fait le travail donc de moins vers plus et ce filament va glisser dans ce sens. Ce qui fait que comme nos filaments sont attachés à la membrane, le glissement de chaque filament va tirer avec lui la membrane. Comme vous voyez qu'il s'agit d'une ceinture, le glissement va tirer sur le filament et donc sur la membrane. La membrane va pénétrer au centre de la cellule, donc elle va être tirée vers le centre de la cellule et par conséquent, ça va finir par étrangler la cellule et la séparer en deux cellules filles, comme on peut le voir sur cette image de balayage. Voilà, donc tous les mouvements de contraction, que ce soit au niveau de la zonula des reins, ou au niveau de l'anneau de cytodiérèse ou encore des fibres de stress, va se faire selon ce mécanisme. Alors justement, pour reprendre ce qui se passe dans les fibres de stress, on va parler du mouvement améboïde, puisque les fibres de stress concernent les cellules dotées de mouvements améboïdes. Alors, pour ce mouvement améboïde, il est décrit ainsi parce qu'il rappelle le mouvement de l'amibe, un organisme eucaryote unicellulaire qui est en même temps un parasite infectieux de l'intestin. Et vous voyez que l'amibe, elle émet des prolongements. Ces prolongements sont dotés, donc apparaissent suite à la polymérisation des filaments d'actine. Quand on parle de la polymérisation des filaments d'actine, donc ça sous-entend l'implication de la prophyline parce qu'on a besoin de polymériser rapidement et donc d'étendre la membrane rapidement. Ces expansions vont permettre à la cellule d'adhérer au substrat, donc en fonction de l'orientation du mouvement, du sens du mouvement. Toutes ces expansions vont constituer en même temps des sites d'attache au substrat. On va le voir donc plus en détail. Alors, je disais que c'est décrit comme étant un mouvement améboïde, mais il a été observé au niveau des fibroblastes lorsqu'ils sont mis en culture, mais il caractérise toutes les cellules mobiles de l'organisme, comme les
les cellules phagocytaires, donc les macrophages, les cellules embryonnaires au cours du développement et les cellules tumorales parce qu'elles présentent exactement les mêmes caractéristiques que les cellules embryonnaires. Donc, quel que soit le type cellulaire, on va voir les expansions cellulaires en forme de lamelles, donc qu'on appelle les lamellipodes, et des expansions dites en fil ou en filament, donc filipodes ou filipodes. Filipodes ou filopodes, c'est la même chose. Donc voilà, des filopodes et des lamellipodes. Maintenant, ça, c'est les expansions dans le sens du mouvement. Par exemple, la cellule, elle va se déplacer dans ce sens. Donc, on va voir qu'elle va pousser sa membrane. La membrane, elle était là. Elle est poussée à ce franc par la polymérisation des filaments d'actine qui vont s'organiser en réseau dans le lamellipode et en faisceau serré dans le filopode. Parallèlement, vous avez aussi la formation de fibres de stress sur la face basale de la cellule, c'est-à-dire là où elle est en contact avec le substrat. Donc, rappelez-vous que la cellule est involue. Donc, si je prends la cellule, elle aura une face en contact avec le substrat et une face qui est au-dessus. Alors, si je fais une coupe, si je regarde le mouvement de ces cellules en coupe, c'est-à-dire de profil, hein, si je vois cette cellule de profil, eh bien là j'ai mis des limites qui montrent le point de départ du mouvement et le point d'arrivée. Donc on voit que la cellule réalise des contacts sur sa face basale et c'est au niveau de ces contacts que se forment à l'intérieur de la cellule les fibres de stress qui sont donc des faisceaux de filaments d'actine à organisation large et par conséquent interaction avec la myosine 2. Donc c'est des faisceaux contractiles. Si on regarde ces contacts avec le substrat, c'est ce qu'on appelle les contacts focaux. Donc on voit un certain nombre de contacts au démarrage du mouvement. Voici le filopode et le lamellipode. Donc puisqu'on est en coupe, on ne voit pas l'ensemble. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure, la cellule va quitter le point d'ancrage qu'elle avait au départ et former un nouveau ou deux nouveaux points d'ancrage vers l'avant parce qu'elle aura poussé sa membrane encore plus. Donc, si on compare, si on suit la progression du mouvement, on voit que progressivement, elle a démarré de ce point, donc elle s'éloigne de ce point et elle s'éloigne du front qui était là au départ et qui devient maintenant ici. Alors, ce qu'on va décrire, ça sera ce qui se passe au niveau basal, c'est-à-dire qu'est-ce que sont ces points, ces contacts focaux, comment est-ce que la progression vers le front se fait et qu'est-ce qui fait qu'il y a perte de ces contacts à l'arrière et formation de nouveaux contacts à l'avant. Pour le moment, vous m'entendez bien? Oui, Hannah, ça passe bien? Très bien. Alors, maintenant, si je fais un fort grossissement de l'un des contacts focaux, voilà ce que je vais observer. Alors là, on voit la cellule de haut, c'est-à-dire comment est réparti le réseau de filaments d'actine. Et au point d'adhérence, c'est-à-dire à ces points d'attache de la cellule avec le substrat, voilà ce qu'on voit. La membrane cellulaire avec regroupement de protéines d'ancrage à la matrice extracellulaire. Ces protéines sont les intégrines, on en a déjà parlé. Ce faisceau d'intégrines, par l'intermédiaire de protéines d'association, qui sont les vinculines, la taline, vont s'associer à des filaments
d'actine qui seront organisés en faisceau large. Donc, voilà le contact focal. Contact focal, c'est le regroupement des intégrines au niveau de la membrane et l'interaction avec un faisceau large de filaments d'actine qui devient les fibres de stress. D'accord? Donc, à chaque contact focal sont associées des fibres de stress. Et j'avais expliqué qu'on les appelle fibres de stress parce que finalement, elles se forment uniquement, ou ces organisations sont observées uniquement au cours du déplacement, au cours de ce mouvement, puis elles seront désorganisées une fois que la cellule est arrivée à destination. J'ai parlé aussi de la rétraction de la cellule à l'arrière et de son extension à l'avant. Hein. Je reviens à la diapo, à cette diapo. Donc, on voit bien qu'il y a une rétraction de la cellule à l'arrière, mais une extension à l'avant. Donc, si elle s'est rétractée à l'arrière, ça veut dire qu'elle a perdu une surface membranaire, que la membrane qui était à ce niveau n'y est plus. Mais cette membrane, finalement, elle est récupérée à l'avant. Quel est le processus qui le permet? Eh bien, c'est les phénomènes d'endocytose et d'exocytose. Ce qu'on voit au cours de ce mouvement, c'est qu'à l'arrière, il y a une endocytose. Une endocytose, c'est-à-dire entrée de vésicules, et c'est des vésicules qui sont vides. C'est-à-dire que la cellule, elle prend juste de la membrane plasmique qu'elle va déplacer sans dégradation des vésicules. Il n'y a aucun contenu, donc c'est des vésicules vides qui vont passer à l'avant, donc, et exocytose à l'avant. Donc, ça permet de prendre de la membrane à l'arrière et de la donner à l'avant. C'est ce qui permet l'extension et la formation des lamellipodes et philopodes à l'avant. Alors, quand je dis arrière-avant, c'est toujours dans le sens du mouvement. Hein. Donc, le mouvement se fait dans ce sens. Donc, si je prends l'exemple d'un macrophage et que les bactéries sont rassemblées ici, le macrophage va tendre à arriver au contact des bactéries. Et par conséquent, donc, perte de surface membranaire à l'arrière par phénomène d'endocytose. Endocytose, donc, de vésicules vides, ça veut dire qu'elles ne seront pas dégradées dans les endosomes. Ces mêmes vésicules, elles sont rentrées par endocytose, donc on peut décrire tout le phénomène de la formation de la queue d'actine, ensuite prise en charge par les microtubules et la dinéine, pour ensuite réaliser une exocytose à l'avant, donc prise en charge par d'autres protéines d'association aux microtubules, donc c'est toujours des kinésines, et au niveau du cortex, ça va être pris en charge par les myosytes 1. C'est-à-dire tout ce qu'on a décrit pour endocytose, exocytose va se faire au niveau de ce mouvement qui est décrit comme étant un mouvement améboïde. Donc, on a compris l'extension. Maintenant, qu'est-ce qui permet Alors, comme c'est une cellule qui va bouger, je vous avais fait le mouvement, alors ça rappelle le mouvement du ver de terre, il est attaché, il se détache et il avance. Alors, pour se détacher, il y a lieu de contracter les fibres de stress. Oui. Ah oui, excusez-moi, vraiment, excusez-moi. Désolée. Oui, désolée. Je dois reprendre peut-être? Je reprends ce que j'ai dit sur l'endocytose exocytose. Alors, je reprends à partir de là. Hein. On avait dit que quand on regarde le mouvement de la cellule, on voit déjà qu'il y a des contacts avec le substrat. Donc ça, c'est la matrice extracellulaire. La membrane plasmique va concentrer les protéines intégrines à ce niveau-là pour pouvoir s'agripper à la lame basale ou à la matrice de manière générale. Et à l'intérieur de la cellule, on va voir des faisceaux de filaments d'actine, faisceaux larges de filaments, avec interaction avec la myosine 2. On va voir comment se fait l'interaction dans un moment. Alors, ce que j'ai dit, c'est que le mouvement, il comporte
en gros trois phénomènes. D'abord, vous avez une extension à l'avant et une rétraction à l'arrière. Donc, elle perd de la surface membranaire à l'arrière, elle la gagne à l'avant. Deuxièmement, les contacts qui étaient à l'arrière sont perdus et de nouveaux contacts sont formés dans le sens de la progression, donc vers l'avant. Et troisièmement, c'est que la cellule va se soulever au fur et à mesure qu'elle perd ses contacts. La perte des contacts va soulever la cellule à l'arrière pour qu'elle s'étende à l'avant. Donc, on va essayer de comprendre tout ça. Donc, ça, c'était pour le faisceau. Voilà. Donc, on a expliqué la perte de surface membranaire par le phénomène d'endocytose à l'arrière. Tout ce qui est en jaune, c'est les protéines membranaires qui sont représentées. Donc, finalement, ici, c'est un processus qui va concerner uniquement l'endocytose de portions de la membrane sans contenu à l'intérieur. Donc, ce sont des vésicules vides qui vont subir cette endocytose. Et bien sûr, ces vésicules seront acheminées de l'arrière de la cellule vers l'avant sans être dégradées. Et cet acheminement va donc intéresser les microtubules avec la kinésine puisque c'est destiné à l'exocytose vers l'avant. Donc, c'est ce qui permettra de gagner de la surface membranaire à l'avant de la cellule. Maintenant, les contacts focaux qui sont donc des regroupements de protéines intégrines associées donc à ces fibres de stress qui sont les filaments d'actine en faisceau large, eh bien, on peut les voir ici sur ce schéma. Vous voyez la totalité de la cellule, les points d'ancrage. Donc, chaque point d'ancrage est lié à un faisceau large de filaments d'actine. Et c'est cette interaction entre les fibres de stress qui va défaire les contacts focaux et soulever la cellule. De quelle manière? Eh bien, voici l'explication de l'interaction. Donc, nous avons ici un premier contact focal, un contact focal suivant. On considère que c'est l'arrière de la cellule, voici l'avant. Donc, les fibres de stress reliées à chaque contact focal permettent l'interaction entre ou l'interaction avec la myosine 2. Donc, la myosine 2, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va interagir avec des faisceaux de filaments d'actine associés à deux contacts voisins. Et comme le mouvement de la tête va faire bouger le filament, les deux filaments, ils sont antiparallèles, ça veut dire que celui-là, il va glisser dans ce sens, celui-là, il va glisser dans ce sens. Résultat, celui-là, lorsqu'il va glisser, il va tirer avec lui toutes ses protéines. Et par conséquent, il va détacher les intégrines de la matrice extracellulaire. Si les intégrines ne sont plus attachées à la matrice, elles vont se dissocier les unes des autres et par fluidité se répartir dans le reste de la membrane. Donc, elles vont aller par là. La même chose pour ce filament lorsqu'il va glisser sur les têtes de myosine. Donc, il va subir le mouvement dans ce sens. Si il glisse, il va tirer avec lui toutes ses protéines, détachement de l'interaction intégrine matrice extracellulaire. Par conséquent, toutes ces intégrines vont devenir libres, se libérer les unes des autres. Elles étaient regroupées ici. Elles vont par fluidité être réparties le long de la membrane. Et comme il y a beaucoup d'intégrines maintenant, elles vont par fluidité être regroupées plus loin pour créer un nouveau contact focal. Maintenant, le résultat de ceci, c'est le détachement. Si la cellule est détachée, donc elle se soulève, c'est-à-dire cette région de la cellule va se soulever et c'est ce qu'on a vu, c'est ce qu'on a vu ici.
Hein, on voit bien que la cellule se soulève sous l'effet de cette contraction des fibres de stress. Voici donc des images vidéo qui ont été appréhendées pour expliquer ce type de mouvement. Donc là, ça a été fait sur des fibroblastes en culture et on a remarqué que d'abord, dans le mouvement, il y a l'extension du lamellipode. Vous voyez ces points noirs, donc c'est les points d'attache que réalise le lamellipode de nouveau. Donc, on a un franc ou un point de départ, l'extension du lamellipode. Alors, l'adhésion au substrat, donc, par tous ces contacts focaux qui sont créés, et la rétraction de la cellule, vous la voyez, donc rétraction à l'arrière, regardez, rétraction à l'arrière, qui soulève la cellule de tous les contacts qui étaient de ce côté, et formation, regardez, de nouveaux contacts par rapport au point où on était. Donc là, c'est de nouveaux contacts qui sont créés dans le sens du mouvement. Donc, l'extension du lamellipode, d'abord, pour étaler la cellule sur le substrat, l'adhésion au substrat grâce aux contacts focaux. Les contacts focaux sont liés à des fibres de stress. La contraction des fibres de stress suite à l'interaction avec la myosine 2 va soulever la cellule, va détacher le contact focal et par conséquent, vu qu'il y a endocytose à l'arrière, la perte donc par endocytose à l'arrière va pousser la cellule à l'avant pour qu'elle puisse s'étendre et créer de nouveaux contacts focaux. Donc finalement, le mouvement se fait en ces trois étapes. Alors, le mouvement se fait en ces trois étapes et les étapes sont liées à ce qui se passe du côté basal, c'est-à-dire les contacts focaux et la contraction des fibres de stress, et ce qui se passe sur le reste de la membrane, c'est-à-dire endocytose à l'arrière, exocytose à l'avant. Voilà pour cette partie donc du cytosquelette qui nous restait à traiter. Maintenant, je vais passer au cours suivant. Alors, le cours suivant concerne les fonctions du système endomembranaire, sachant que toute la partie structurale est abordée en TD, c'est-à-dire le TD portant, alors je pense que c'était le TD de la semaine du 26 au 30, hein, où on avait parlé de tous les éléments du système endomembranaire. Je vais quand même rappeler brièvement, le système endomembranaire, c'est quoi? C'est tous les organites qui sont délimités par une membrane et qui sont en interaction les uns avec les autres. Parce que dans la cellule, organisme délimité par une membrane, vous avez la mitochondrie qui est délimitée par une double membrane. Vous avez les peroxysomes qui sont délimités par une membrane. Mais quand je dis en interaction les uns avec les autres, ça veut dire qu'ils font partie d'un même processus. Et c'est pour cela que les éléments du système endomembranaire ou les organites qui forment ce système sont le réticulum endoplasmique avec ses deux variétés, réticulum lisse et réticulum granulaire, l'appareil de Golgi qui est formé par un ensemble de dictyosomes, et vous avez tout ce qui est produit par le Golgi, c'est-à-dire les vésicules destinées à l'exportation et les vésicules à hydrolase qui vont rester à l'intérieur de la cellule pour participer à la dégradation. Puisque ces vésicules à hydrolase fusionnent avec des vésicules d'endocytose qui sont rentrées par la membrane plasmique et qui ont formé des endosomes. Donc, les endosomes, les vésicules, toutes sortes de vésicules appartiennent aussi à ce système endomembranaire. Les vésicules à hydrolase, lorsqu'elles fusionnent avec des compartiments
vont former donc soit des endosomes, soit avec l'avancement de la dégradation des lysosomes. Donc les lysosomes sont également en interaction avec font partie donc des compartiments du système endomembranaire. Alors pourquoi endomembranaire? Eh bien parce que c'est pour le séparer de la membrane plasmique. Parce qu'au final, ce système endomembranaire est également en interaction avec la membrane plasmique, parce que si je prends le résultat du travail du Golgi, c'est la production de vésicules destinées à l'exportation, eh bien ces vésicules, lorsqu'elles vont subir l'exocytose, donc elles rentrent en contact avec la membrane plasmique, et ce qui était membrane vésiculaire deviendra membrane de la membrane plasmique. Et la même chose, si je reprends les molécules qui rentrent, une portion de membrane prise de la membrane plasmique deviendra une membrane de vésicule d'endocytose, puis une membrane d'endosome, puis une membrane de lysosome. Voilà le schéma dans lequel on se trouve. Maintenant, j'avais séparé ce chapitre en une partie qui allait en TD parce qu'il y a beaucoup de micrographie pour reconnaître le réticulum endoplasmique granulaire, du réticulum endoplasmique lisse, la répartition de ces organites par rapport aux variétés de cellules, quelles sont les cellules qui sont riches en réticulum granulaire et celles qui sont riches en réticulum lisse. Par exemple, l'importance du Golgi dans une cellule, qu'est-ce que ça signifie. Donc tout ça, c'est traité dans la partie TD. Maintenant, bon, évidemment, vous reprenez votre diaporama, vous le consultez. En principe, j'ai apporté suffisamment de légendes, d'éclaircissements pour que ce soit digeste. Mais si vous voyez qu'on doit le reprendre, on reprendra donc ce TD. Alors, ce qui est important aussi ici, dans la partie physiologie donc, du système endomembranaire, eh bien, c'est les fonctions, les activités des compartiments de ce système. Et dans les activités, j'ai séparé donc ce cours en fonction du réticulum endoplasmique granulaire. En réalité, on aurait pu aussi traiter les fonctions du réticulum lisse, mais on a dû un petit peu jouer sur le contenu de votre programme. Donc, j'ai éliminé la partie fonction du réticulum lisse. Et ensuite, on va parler des fonctions de l'appareil de Golgi ou du dictyosome pour, au final, voir comment sont gérés l'ensemble de ces vésicules qui sortent du Golgi et leur importance dans la cellule et comment est-ce que la cellule va savoir qu'est-ce qu'elle va faire de chaque type de vésicule. J'ai parlé des vésicules à hydrolase, des vésicules à exportation, des vésicules qui sont destinées à l'endosome. Donc tout ça, on va voir que la cellule, elle dispose donc de marqueurs qui lui permettent de désigner l'adressage de chaque type de produit. Et pour commencer, donc, les fonctions du réticulum endoplasmique granulaire, vous savez tous qu'on a toujours dit, le réticulum granulaire, c'est la synthèse des protéines. Maintenant, dans ce cours, on va décortiquer cette synthèse de protéines en protéines solubles et protéines transmembranaires. Parce que quand on parle des protéines dans la cellule, on a bien compris qu'il y a des protéines qui sont libres. Par exemple, on avait déjà parlé ensemble des protéines du hyaloplasme ou du cytosol. Et vous connaissez toutes les protéines, par exemple, de la membrane plasmique. Mais d'où viennent ces protéines de la membrane? Par exemple, si on parle de la membrane, je viens de dire que les éléments du cytosquelette sont en interaction avec la membrane et il est évident qu'une vésicule, par exemple, qui va subir l'exocytose, sa membrane, elle comporte des protéines et ces protéines qui étaient dans la membrane de la vésicule vont se retrouver dans la membrane plasmique. Donc, c'est de cela qu'il s'agit, c'est-à-dire les protéines transmembranaires. Maintenant, si je dis membrane plasmique, mais il faut savoir aussi que si je dis système endomembranaire, donc tous les éléments du système endomembranaire
ont des protéines au niveau des membranes et des protéines dans les lumières de ces compartiments. Parce que ce qui est important aussi, c'est que si je prends le réticulum, il s'agit d'une citerne, d'un tubule ou donc d'un compartiment clos. Et ce compartiment, il va avoir deux caractéristiques, une lumière et une membrane. Donc, ce qui est dans la lumière, c'est des protéines solubles, et ce qui est dans la membrane, c'est des protéines transmembranes. Voilà ce qu'on va expliquer. Ensuite, on va comprendre que finalement, au cours de cette synthèse de protéines, la synthèse de protéines, ça veut dire la traduction d'un ARN messager, et au cours de la traduction de l'ARN messager, qui soit il code pour une protéine soluble, soit pour une protéine transmembranaire, on va voir que pendant que la traduction se fait et qu'une chaîne polypeptidique se forme, il y a ce qu'on appelle des modifications co-traductionnelles, c'est-à-dire qui s'opèrent sur la chaîne polypeptidique pendant qu'elle est en élongation, c'est-à-dire avant même que la lecture de l'ARN messager soit terminée. Et dans ces modifications co-traductionnelles, on va essentiellement parler des systèmes de glycosylation, c'est-à-dire d'addition de chaînes glucidiques aux chaînes polypeptidiques, c'est-à-dire la chaîne d'acides aminés qui se forme va subir l'addition de chaînes sucrées sur elle. Mais on va voir aussi qu'il y a possibilité de formation de pans disulfure au niveau de ces chaînes polypeptidiques. Mais lorsque la traduction de l'ARN messager, les modifications se poursuivent et c'est pour ça qu'on parle de modifications post-traductionnelles. Donc, co-traductionnelle avant la fin de la traduction, post-traductionnelle, c'est à la fin de la traduction de l'ARN messager. Donc, j'ai expliqué en gros ce qu'on va raconter. Maintenant, si je parle de cette synthèse des protéines, elle se fait d'abord par le phénomène de translocation des protéines, que ce soit des protéines solubles ou protéines transmembranaires. On va commencer par les protéines solubles. Alors, le terme translocation signifie quoi? Le terme translocation nous renvoie déjà au démarrage de la synthèse protéique. Rappelez-vous, on avait dit ensemble que les ribosomes donc, vont être libres dans le cytosol. L'ARN messager est formé dans le noyau. L'ARN de transfert également. Et donc, ces ARN vont être exportés vers le cytosol. Et dans le cytosol, on aura de quoi démarrer la synthèse protéique. Maintenant, tout dépendra de la nature de l'ARN messager. Donc, les ribosomes vont venir s'attacher, les sous-unités ribosomales vont venir s'attacher à l'ARN messager pour former un polyribosome. Dès qu'ils sont attachés, ils commencent la lecture de l'ARN messager dans le sens 5', 3', et par conséquent, cette lecture va donner naissance à un petit peptide. Et tout dépend de ce petit peptide qui est formé. Si le petit peptide n'est pas reconnu par une particule du cytosol qu'on appelle la SRP, et on reviendra dans un moment, s'il n'est pas reconnu par cette particule, ça signifie que la synthèse de la protéine va se poursuivre dans le cytosol et il s'agira d'une protéine sédentaire du cytosol. C'est ce qui arrive lorsque toute la synthèse a débuté et s'est terminée au niveau des polyrribosomes libres. D'accord? Là aussi, je vous renvoie au TD sur les ribosomes. On avait parlé pour la localisation des ribosomes, on a parlé de ribosomes libres dans l'hyaloplasme et on ne parle de ribosomes que lorsqu'ils sont associés à un ARN messager. Sinon, ce sont des sous-unités ribosomales.
Donc, soit l'ARN est totalement traduit dans le cytosol, il va donner naissance à des protéines qui seront libérées dans le cytosol ou encore adressées à certains compartiments, certains organites cellulaires. Mais si, maintenant, si c'est le cas, après la traduction, les sous-unités se détachent de l'ARN messager et redeviennent des sous-unités ribosomales en attendant l'arrivée d'un nouveau ARN. Maintenant, si l'ARN qui arrive donne naissance à un petit peptide, alors un petit peptide qui est reconnu par ce qu'on appelle la SRP, je vais le montrer ici. Donc, si ce bout de peptide synthétisé dans le cytosol est appelé peptide signal. Peptide signal, pourquoi? Parce qu'il est reconnu par une particule spécifique à lui. Elle est dite particule de reconnaissance du signal. Donc, s'il est reconnu par cette particule, ça signifie quoi? Que le polyribosome qui était formé dans le cytosol sera transloqué, donc déplacé vers la membrane du réticulum. Et déplacé vers la membrane du réticulum, pardon, hein, je m'oublie à chaque fois de... Désolé. Hein. Donc, si cette SRP reconnaît le peptide signal, elle se fixe à lui et elle va le placer sur son propre récepteur qui se trouve sur les membranes du réticulum endoplasmique granulaire. C'est ce qu'on appelle la translocation du polyribosome sur les membranes du réticulum. Et donc, ce réticulum devient porteur de polyribosome. D'accord? Donc, il devient du réticulum granulaire actif. Est-ce que c'est clair jusque-là? Parfait. Alors, ça, c'est la première condition. Donc, le peptide signal devient, lui, le signal d'adressage du polyribosome à la membrane du réticulum. Maintenant, une fois que le polyribosome est adressé à la membrane, comment se fait cet adressage? Alors, je vous renvoie à la figure de votre livre qui est à la page 134. Donc là, ce qu'on peut dire, c'est que d'abord, comme on l'avait dit, reconnaissance du peptide signal, il est représenté en rouge ici. Le peptide signal est reconnu par la SRP. Elle va donc transporter l'ensemble, c'est-à-dire le polysome, et attacher chaque peptide signal ou à son récepteur. Donc là, le récepteur à la SRP. Alors, cette SRP, c'est particule de reconnaissance du signal. Elle est formée par des ARN ou un ARN, un petit ARN et une protéine. Donc, c'est une particule ribonucléoprotéique. Oui. Est-ce que... Oui, oui, absolument. Oui. Alors, je ne l'ai peut-être pas dit dans l'introduction. En fait, l'enveloppe nucléaire, elle porte aussi des ribosomes. Donc, elle devient une citerne de réticulum spécifique. Donc, elle fait partie, évidemment, du système endomembranaire. Tout à fait. Donc, si je continue avec ce mécanisme, donc la reconnaissance du signal par la SRP, attachement au récepteur de la SRP suite à l'hydrolyse d'une molécule de GTP, donc il y a consommation d'une molécule de GTP. Et une fois que la SRP est attachée à son récepteur, vous voyez bien que la grosse sous-unité est rapprochée de son propre récepteur à elle. Le récepteur de la grosse sous-unité ribosomale s'appelle le transloquant ou le complexe du transloquant. Alors, dès que le ribosome est rapproché du transloquant, la SRP se détache
de son récepteur, elle sera recyclée dans le cytosol pour interagir avec un nouveau peptide signal, et le ribosome s'assoit donc sur son récepteur, le translocant, et la synthèse ou la traduction de l'ARN messager va pouvoir se poursuivre. Ce que je n'ai pas dit, c'est que dès que la SRP reconnaît le peptide signal, la traduction de l'ARN messager s'arrête. Et elle ne reprend que lorsque la SRP aura été recyclée dans le cytosol. Ça, c'est très important. Est-ce que c'est clair? Donc, quand on a parlé de la translocation, on a parlé de la translocation du polyribosome vers la membrane du réticulum. Et ensuite, on va voir que pendant ce temps, il y a aussi translocation de la chaîne polypeptidique à l'intérieur de la lumière du réticulum, quand il s'agit de protéines solubles. Ici, ce schéma, on a repris juste la chaîne polypeptidique, le translocant, sans parler, donc on a éliminé le ribosome pour mieux voir le devenir de la chaîne polypeptidique. Donc, cette translocation va se poursuivre par une élongation de la chaîne polypeptidique. C'est-à-dire, lorsque la SRP sera recyclée et que la traduction reprend, la chaîne polypeptidique va s'allonger. Au fur et à mesure qu'elle s'allonge, elle va pénétrer à l'intérieur de la lumière. Et vous voyez qu'à l'arrivée de la grosse sous-unité, le translocant était fermé par une protéine dite BIP pour binding protein, c'est-à-dire protéine de liaison. C'est des protéines un petit peu qui accompagnent beaucoup de phénomènes, que ce soit dans le cytosol ou à l'intérieur du système endomembranaire. Et là, quand je dis la BIP de fermeture, donc c'est une protéine qui est chargée de fermer le translocant sur sa face interne. Et lorsque la reprise de la traduction, lorsqu'il y a reprise de la traduction, la BIP de fermeture s'écarte, elle se détache et elle laisse rentrer la chaîne polypeptidique. La chaîne polypeptidique va continuer à être attirée vers la lumière jusqu'à ce que la traduction de l'ARN messager soit terminée. Lorsque la traduction est terminée, une protéine dite la peptidase du signal, donc c'est une protéine transmembranaire qui est chargée de couper le peptide signal pour que la chaîne polypeptidique soit détachée à l'intérieur de la lumière et les deux extrémités, l'extrémité NH2 et COH de la chaîne polypeptidique deviennent apparentes. Cette peptidase du signal, une fois qu'elle a coupé le signal, le peptide signal sera dégradé en acides aminés qui seront restitués au cytosol pour participer à une nouvelle synthèse. Donc là, nous avons vu que pendant la translocation de la chaîne, la translocation de la chaîne à l'intérieur de la lumière, elle se fait par son élongation due à la progression de la traduction de l'ARN messager dans le sens 5', 3'. Alors, ce qu'on vient de raconter pour les protéines solubles, alors pour les protéines solubles, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'il y a d'abord le peptide signal, qui signifie que la synthèse de la protéine va se faire sur le réticulum granulaire. Maintenant, est-ce que cette protéine est une protéine soluble ou une protéine membranaire? C'est l'ARN messager qui va le déterminer. Comment? Eh bien, le phénomène commence de la même façon, c'est-à-dire synthèse d'un peptide signal lorsque la traduction commence. Ensuite, l'insertion donc ou la translocation vers la membrane du réticulum. Puis, il y aura au cours de la traduction apparition de ce qu'on appelle
des séquences d'arrêt, c'est-à-dire un enchaînement d'acides aminés qui devient un signal pour que cette chaîne se retrouve à nouveau enchâssée dans le transloquant et ne pénètre pas ou ne sort pas. Ce qui fait que si maintenant j'ai affaire à une protéine qui est formée par un seul domaine transmembranaire, j'aurai le peptide signal qui va permettre la translocation de la chaîne, du ribosome, du polyribosome vers la membrane et la translocation de la chaîne peptidique vers la membrane du réticulum endoplasmique. La progression de la traduction va tomber sur une séquence d'arrêt qui est un enchaînement d'acides aminés qui va enchâsser donc cette séquence à l'intérieur du transloquant. De la même façon, lorsque la traduction s'arrête, la peptidase du signal vient couper le peptide signal, lâcher une extrémité de la protéine à l'intérieur de la lumière et l'autre extrémité va rester du côté cytosolique. La séquence d'arrêt restera enchâssée dans le transloquant et elle devient, elle, le domaine transmembranaire de cette protéine membranaire. Si maintenant la protéine est à plusieurs domaines transmembranaires, ça veut dire qu'au cours de la traduction, au fur et à mesure que la traduction se poursuit, donc celle-là, elle va être enchâssée ici, elle va rentrer, la traduction se poursuit et on va tomber sur une autre séquence d'acides aminés, donc généralement ce sont des acides aminés hydrophobes. Mais il y a une différence entre ceux qui forment le peptide signal et ceux qui forment ces séquences d'arrêt. Alors, on va tomber sur une nouvelle séquence d'arrêt qui va être enchâssée à l'intérieur du transloquant et ainsi de suite. Donc, si j'ai deux séquences d'arrêt, ça va être une protéine à 2 domaines transmembranaires et ainsi de suite. Donc, on peut le voir pour toutes les protéines puisqu'on a vu qu'il y a des protéines qui ont plus de 12 domaines transmembranaires. Donc, le phénomène qu'il faut retenir pour les protéines transmembranaires, c'est qu'il y a le peptide signal qui permet la translocation du ribosome et du polysome, et par conséquent de la protéine vers le système endomembranaire. Et là, au cours de la traduction, c'est le nombre de séquences d'arrêt de transfert qui va déterminer la nature de la protéine transmembranaire. Est-ce qu'elle est à un seul domaine ou à plusieurs domaines transmembranaires? Voilà ce qu'il faut retenir. Bon, évidemment, le processus est plus complexe que cela, mais à notre niveau, on va retenir ceci. C'est bon? Là, on va aller parler des modifications co-traductionnelles. Je l'ai dit au départ, c'est-à-dire c'est des modifications de la chaîne, des modifications qui sont les glycosylations. Alors, ces glycosylations sont décrites par les lettres N et C, la N-glycosylation et la C-glycosylation, la N pour azote et C pour carbone. Donc, ce sont les sites. De vue générale, la N-glycosylation concerne la formation d'une chaîne glucidique. Écoutez bien. Donc, on est dans le système du réticulum granulaire et voici la lumière. Ah, il y a un problème de connexion. Alors, attendez, je vais vérifier. Non, chez moi, tout est OK. Chez moi, tout est OK. Maintenant, c'est bon?
Ok. Donc, je disais, oui, je reprends à ce niveau-là ou avant. Diapo. Alors, pour la N-glycosylation, oui, je reprends dès le départ. Là, aux modifications contradictoires polypeptidique est transloquée et en cours d'élongation, que ce soit à l'intérieur de la lumière, tout dépend est-ce qu'on parle des protéines solubles ou des protéines transmembranaires, la chaîne va subir des modifications qu'on appelle co-traductionnelles parce qu'elles se font en même temps que se fera la lecture de l'ARN messager. Alors, ces modifications sont d'abord la N et la C-glycosylation. J'ai dit que la lettre C désigne carbone, la lettre N désigne nitrogène par rapport au site de glycosylation. Mais le mécanisme, et là, ça va, on continue. Alors, ce que je disais, que pour la N-glycosylation, voilà comment ça va se passer. Eh bien, dans le cytosol, on va voir se former une chaîne de sucre qui est formée par 2 N-acétylglucosamines, par 9 mannoses, donc ils ne sont pas tous représentés ici, donc 9 mannoses et 3 glucoses. Cette chaîne, une fois formée, donc elle comporte 14 sucres, elle va s'attacher à un lipide particulier des membranes du réticulum qu'on appelle le dolicol. Alors, ce lipide qui est spécifique aux membranes du réticulum va d'abord subir une phosphorylation, donc il devient phosphodolicol, et lorsqu'il est sous cette forme, il accepte la chaîne de sucre qui a été formée dans le cytosol. Une phlipase qui est dans la membrane du réticulum va se charger de transloquer ce lipide de la face exoplasmique, ou plutôt de la face cytosolique, vers la face luminale du réticulum. Et par conséquent, donc on va le voir sur une autre figure, la chaîne polypeptidique va se retrouver du côté de la lumière. Alors maintenant, la chaîne qui arrive maintenant à l'intérieur de la lumière du réticulum, elle va devoir s'accrocher à une séquence qui se trouve sur la chaîne polypeptidique. Puisque nous sommes dans des modifications co-traductionnelles, la chaîne sucrée qui est arrivée à l'intérieur de la lumière du réticulum va devoir s'accrocher au niveau de ce qu'on appelle une séquence consensus. Cette séquence consensus, c'est sur la chaîne polypeptidique qui est en élongation, elle se trouve soit au niveau, alors c'est soit l'acide aminé asparagine, séparé de l'acide aminé thréonine par un acide aminé quelconque, différent de ces deux-là. Donc, ça peut être asparagine, par exemple, alanine, thréonine. L'essentiel, c'est que ce soit un acide aminé qui est différent de la thréonine, différent de l'asparagine. Ou encore, donc, à ce moment-là, la chaîne polypeptidique s'accroche sur le groupement amine de l'acide aminé. Et comme l'accrochage se fait sur le groupement amide, donc on l'appelle N-glycosylation. La deuxième séquence consensus, c'est que l'asparagine est séparée d'une sérine par un acide aminé quelconque. Et bien sûr, cet acide aminé ne doit pas être, le X ne doit pas être ni une thréonine ni une sérine, ni une asparagine. D'accord? Voilà. Donc, là aussi, l'accrochage va se faire sur l'amine toujours de l'asparagine et ça nous permet d'avoir une chaîne glucidique accrochée à une séquence consensus sur la chaîne polypeptidique. Voilà pour ce qui est du site de la glycosylation.
chimiquement. Voilà, donc, on a représenté ici que les deux premiers sucres qui vont s'accrocher au groupement amine de l'asparagine. Alors maintenant, s'accrocher, mais la chaîne ne va pas aller s'accrocher toute seule. Donc, il faut l'intervention d'enzymes à ce niveau-là. Ce schéma reprend donc le ribosome sur le transloquant et l'avancement de la chaîne ou l'élongation de la chaîne polypeptidique. Ici, là où on écrit asparagine, ça veut dire qu'on est dans une séquence consensus. Donc, si à ce niveau-là, il y a déjà une séquence consensus qui est observée, si je reviens à ma chaîne sucrée, donc les 2 N-acétylglucosamines, les 9 mannoses et les 3 glucoses, qui étaient accrochés au phosphodolycol du côté cytosolique. Par le mouvement de flip-flop, elles se retrouvent du côté luminal. Le dolycol est toujours phosphorylé. Et c'est à ce moment-là qu'interviennent les enzymes N-glycosyltransférase. Donc, c'est des enzymes de transfert de groupement glycosyl. Et donc, cette enzyme va détacher toute la chaîne du phosphodolycol et la fixer à l'asparagine, à l'acide aminé asparagine, précisément au niveau de son groupement amine. Et donc, dans une séquence consensus, c'est-à-dire asparagine X tréonine ou asparagine X sérine. Une fois accrochée, cette chaîne glucidique va subir ce qu'on appelle une maturation. Et cette maturation, au niveau du réticulum, parce qu'on va voir qu'il y a des maturations qui se poursuivent dans le Golgi, au niveau du réticulum, elle se fait grâce à l'intervention d'un deuxième groupe d'enzymes qui sont les glycosidases. Et pour rappel, donc, par rapport à ce qu'on vient de voir, les glycosyltransférases, les glycosidases sont des protéines solubles dans le réticulum. Alors que, par exemple, le transloquant ou le récepteur de la SRP ou encore la peptidase du signal sont des protéines transmembranaires pour le réticulum endoplasmique. Donc, le travail de ces glycosidases, alors en réalité, je devrais ajouter un S ici parce qu'elles sont plusieurs, on les regroupe sous le terme de glycosidases, mais il y a des mannosidases qui vont détacher un mannose et des glucosidases qui vont détacher les 3 glucoses. Donc, à ce niveau-là, dans la lumière du réticulum, on perd un mannose et 3 glucoses et la chaîne glucidique n'est formée maintenant que de 10 os. Donc, c'est une chaîne oligosaccharidique. Voilà pour ce qui est de la N-glycosylation. Donc, si on récapitule, on a la synthèse de la chaîne glucidique dans le cytosol, on a eu l'accrochage au phosphodolycol, donc membranaire après phosphorylation, l'importation par le mouvement de flip-flop, donc intervention des flipases, et transfert donc de toute la chaîne à 14 sucres par les glycosyltransférases, plus ensuite il y a l'élagage, c'est-à-dire le raccourcissement de la chaîne à 10 os par l'intervention des glycosidases. Maintenant, pour ce qui est de la C-glycosylation, le phénomène est différent juste par la séquence d'accrochage de la chaîne sucrée. Donc là, donc tout ce qui est formation de la chaîne, importation, etc., se fait de la même façon. Donc nous avons dans ce cas la séquence consensus qui est un tryptophane séparé du deuxième tryptophane par 2 acides aminés différents
différents et qui sont différents aussi de sérine, thréonine et différents de tryptophane, bien sûr. Voilà. Donc, l'accrochage va concerner le premier tryptophane de la chaîne. Donc, si je suis à l'extrémité N-terminale, le premier tryptophane de la séquence tryptophane XX tryptophane, c'est lui qui va recevoir la chaîne par l'action des glycosyles transférases. Et dans ce cas, ce sont des C-glycosyles transférases, évidemment. Alors, à quoi ça sert ces glycosylations qui s'opèrent sur la chaîne glucidique, sur la chaîne polypeptidique, pardon. Donc, si je reprends là le ribosome avec la chaîne en cours d'élongation, regardez, cette chaîne en cours d'élongation, donc déjà, dès que apparaît une séquence signal, il y a un phénomène de glycosylation. Alors ici, c'est la N-glycosylation. Et encore, au fur et à mesure qu'il y a des séquences, il y a accrochage de chaînes glucidiques. Et ce phénomène va contribuer à, d'une part, faciliter le repliement qui est un autre processus de co-traductionnel qu'on voit au niveau de la chaîne polypeptidique, et ça va faciliter aussi la maturation de la chaîne et ça va augmenter sa solubilité à l'intérieur de la lumière, puisque dans la lumière, c'est aqueux, tout comme dans le cytosol. Donc cette chaîne polypeptidique, même si elle comporte des acides aminés hydrophobes, grâce à ces phénomènes de repliement et de glycosylation, elle va devenir de plus en plus soluble. Alors, ce que j'ai dit pour la N-glycosylation, la C-glycosylation, s'applique aussi aux protéines transmembranaires. Donc, lorsqu'il s'agit d'une protéine qui est transmembranaire, les glycosylations s'opèrent et vous avez remarqué que même quand il s'agit de protéines transmembranaires, les sites de glycosylation sont toujours du côté luminal parce que les enzymes sont luminales. D'accord? Par contre, vous allez me poser la question, est-ce que les protéines solubles du hyaloplasme, telles que les protéines du cytosquelette ou encore les protéines qui leur sont associées ou encore les protéines enzymatiques, eh bien, je vais dire que pour ces protéines-là aussi, il y a possibilité de glycosylation, mais c'est des glycosylations, c'est des processus qui sont différents de ce qu'on vient de voir ici, par exemple, concernant le site, concernant les enzymes qui interviennent. Voilà, j'espère que j'ai fait le tour de la question pour cette partie. Alors, comme modification co-traductionnelle, je viens de parler du repliement et de l'établissement des ponts SS. En fait, les deux phénomènes sont liés parce que avec le repliement, on peut faciliter la formation de ponts SS. Alors, le repliement, c'est quoi? C'est qu'en fait, la chaîne, lorsqu'elle va s'allonger, elle va rentrer à l'intérieur de la lumière du réticulum. On imagine que ce translocant s'est induit et j'introduis une corde. Oui, Hannah, c'est revenu? C'est bon, très bien, très bien, très bien. Alors, je vais remettre le diaporama. Voilà. Donc, je disais que, voilà, j'imagine que ça, c'est mon puits. Et ça, donc ça, c'est le translocant. À l'intérieur, c'est du vide, hein, la lumière du réticulum. Donc, si je laisse ma chaîne polypeptidique aller dans tous les sens, elle ne pourra jamais avoir une conformation spatiale finale fonctionnelle. Donc, il faut qu'elle soit dirigée par un ensemble de protéines. Ces protéines sont les protéines BIP. J'ai dit au départ que la première des BIP qu'on a vues, on les appelle BIP parce que c'est des protéines de binding, c'est-à-dire qui peuvent se lier.
et elle se lie en fonction des besoins. Donc là, par exemple, c'est une BIP qui va se lier au translocant sur sa face interne pour le fermer. Donc, tant qu'il n'y a pas de translocation, le translocant est fermé. Dès qu'il y a un polyribosome qui a été adressé à la membrane du réticulum, la BIP va s'écarter et d'autres BIP vont venir travailler, donc même si c'est représenté par la même couleur, d'autres BIP vont venir pour reconnaître la chaîne polypeptidique. Et dès que la chaîne polypeptidique émerge par le translocant, elle est agrippée par les BIP et elle est repliée. Ce repliement va d'abord ramasser la chaîne polypeptidique et en la ramassant, il peut mettre face à face des fonctions chimiques. C'est ce qui permettra d'établir des liaisons entre les acides aminés qui composent la chaîne. Donc ça, c'est pour le repliement. Alors ce repliement, on le voit ici pour une protéine soluble, mais on peut aussi en parler pour une protéine membranaire. Maintenant, si je continue dans ce repliement, ici, on voit l'interaction entre les BIP et la chaîne polypeptidique. En fait, ces BIP, elles ont pour fonction de reconnaître les séquences hydrophobes de la chaîne polypeptidique. C'est-à-dire là où il y a une séquence comme ici, la séquence qui est représentée en bleu clair, eh bien, c'est une séquence d'acides aminés qui sont hydrophobes. Et comme la lumière du réticulum, elle est aqueuse, donc ces acides aminés doivent être protégés de la solubilité et ils seront masqués par les BIP. Mais ces BIP vont finalement toutes les ramasser dans une région de la chaîne qui continue de s'allonger et donc ils vont faire en sorte de les cacher. Donc elles seront à l'intérieur, elles seront regroupées à l'intérieur de la chaîne polypeptidique. Et à la fin de la traduction, donc ces BIP qui ont contribué au repliement vont se désactiver, donc elles vont devenir inactives et la reprise de la translocation et d'élongation va faire appel toujours à ces BIP. Ça veut dire que ces BIP, c'est des protéines qui sont solubles dans la lumière et qui sont aux aguets, elles attendent. S'il y a une chaîne polypeptidique qui commence à émerger, eh bien, elles vont venir s'agripper à elle. Est-ce que c'est bon? Bien. Alors, j'ai parlé du repliement des protéines, mais pendant ce repliement, c'est-à-dire lorsque les BIP, par exemple, elles vont faire un mouvement dans ce sens et dans ce sens, ou alors dans ce sens et dans ce sens, pour protéger, on peut mettre face à face des acides aminés qui sont probants pour l'établissement des ponts disulfures. Ce sont les acides aminés cystéines. C'est ce qui se passe. Donc là, on n'a pas représenté le travail des BIP, on voit juste le devenir de la chaîne polypeptidique. Donc déjà, en cours d'élongation, voilà, par exemple ici, je suis dans un site de glycosylation. Donc là, on a, par exemple, on peut avoir une chaîne, je reprends, on peut avoir une chaîne de sucre accrochée ici, une autre chaîne qui a déjà été accrochée, elle est là, et les protéines de repliement vont replier cette chaîne et créer une possibilité d'établissement d'un pont SS entre cet acide aminé et celui-là. Et là, donc, on assiste à l'établissement de ponts SS. D'accord? Donc, c'est le repliement. Mais ça continue à se replier.
Et lorsque toute la chaîne est libérée dans la lumière, arrivent d'autres enzymes qui sont les PDI, les isomérases, les pendisulfures isomérases, qui vont contrôler l'emplacement des ponts SS. Le premier repliement n'était pas définitif, et donc les PDI, elles vont venir contrôler l'emplacement des ponts, et par conséquent, par exemple là, elles vont maintenir que ce pont et détruire d'autres ponts qui étaient formés, par exemple ici, celui qui était entre 1 et 2 il est détruit, et celui maintenant entre 2 et 3 est établi, et donc c'est ça qui va aider la protéine à avoir sa conformation définitive. Donc pendant que le repliement se fait, il y a de manière spontanée établissement de ponts disulfures. Dès que deux acides aminés se retrouvent face à face ou suffisamment proches, puis lorsque l'élongation est terminée, c'est-à-dire la traduction est terminée, la PDI va venir contrôler le travail des BIP qui ont permis donc l'établissement de ces ponts dits au hasard, hein, les ponts incorrects, ils sont faits au hasard. Puis le travail de la PDI, c'est pour contrôler ces ponts déçus. C'est bon? Alors je vais revenir, voilà, oui. Oui, c'est bon, c'est bon. Alors, je vais continuer sur cette image parce que ça donne en même temps une idée sur le repliement. Donc, comment est-ce que les BIP s'accrochent à la chaîne polypeptidique pour la replier et comment est-ce que ces repliements sont favorables à l'établissement de ponts SS. Par exemple, si j'ai deux cystéines, eh bien, je vais former un pont ici, un pont là. Mais lorsque toute la chaîne est maintenant formée, libérée dans la lumière, les PDI vont venir contrôler les ponts et garder au niveau de la chaîne polypeptidique finale que les bons emplacements des ponts SS, donc les ponts disulfures. Alors évidemment, le contrôle des ponts disulfures devient donc un phénomène post-traductionnel, c'est-à-dire la PDI ne peut travailler que si la traduction est terminée. Là, je dis, vous avez aussi l'action conjuguée des PDI et des chaperones pour le repliement des protéines, puisque je viens de... Alors, cette image, en fait, c'est pour revenir d'abord sur les protéines transmembranaires par rapport aux protéines solubles. Donc, au niveau transmembranaire, on avait le transloquant, on avait le récepteur de la SRP qui n'est pas représenté ici, on a la peptidase du signal qui n'est pas représentée ici. Mais on a aussi une autre protéine qui est la calnexine. Et cette calnexine, elle est importante parce qu'elle permet, cette calnexine, elle est importante parce qu'elle permet l'interaction ou la fixation du calcium à l'intérieur du réticulum. Rappelez-vous, nous avons dit que le calcium, le réticulum est un réservoir à calcium et ce n'est pas que le réticulum lisse, le réticulum granulaire aussi. Et cette calnexine, elle fait en sorte de retenir le calcium à l'intérieur. Mais ce schéma aussi, c'est pour montrer les variétés de protéines BIP qui travaillent en même temps à l'intérieur du lumière du réticulum. Donc, les BIP qui ferment le transloquant, les BIP qui interviennent dans le repliement et les BIP qui interviennent dans l'établissement des ponts SS qui sont établis au hasard et qui seront corrigés par la PDI. Et que ce soit donc le travail de la PDI ou le travail des BIP, c'est un travail qui est consommateur
de molécules d'ATP. Alors, nous arrivons à la fin, c'est-à-dire que puisque notre protéine a été formée, et donc elle est libre maintenant dans la lumière, ou encore elle est insérée au niveau de la membrane du réticulum, elle a subi l'addition de chaînes glucidiques, elle a aussi subi l'établissement de pans SS si la composition de la chaîne, bien sûr, le permet. Maintenant, il y a l'acquisition de la conformation en 3D et le contrôle de la qualité de la protéine. On va commencer par l'acquisition de la conformation en 3D. Ça veut dire que est-ce que le repliement a été correct? Alors, quand je dis un repliement correct, c'est un repliement qui a permis l'établissement de liaisons hydrogènes ou encore de liaisons ioniques ou encore qui a caché les régions hydrophobes de la protéine à l'intérieur de la conformation de cette protéine. Et ou alors donc le contrôle donc de présence de pans SS au bon endroit pour que la protéine puisse avoir sa configuration soit en hélice, soit en feuille. Et ça, c'est des choses que nous avons abordées ensemble avec la membrane plasmique. Si je prends un exemple ici, la bonne conformation pour la molécule d'insuline, qui est une protéine soluble, c'est d'être formée par une chaîne alpha, une chaîne bêta, et que les deux chaînes soient reliées par des ponts SS. Par exemple, c'est ça la conformation spatiale une conformation spatiale correcte pour l'insuline. Alors, cette conformation en 3D, la conformation spatiale, est aussi contrôlée. Donc, elle est contrôlée pour décider du devenir de la protéine. C'est ce qu'on appelle le contrôle de qualité. Alors, ce contrôle de qualité, il est dit soit positif, soit négatif. Donc, si le contrôle est positif, ça veut dire que la protéine peut quitter le réticulum par un bourgeon et ce bourgeon va se former à partir du réticulum et va donc se détacher. Le bourgeon, c'est quoi? C'est une vésicule qui se détache du réticulum et à l'intérieur de cette vésicule, on aura toutes les protéines dont la conformation est correcte, contrôlée correcte. Et à ce moment-là, cette vésicule qui émane, qui sort du réticulum, s'appelle une vésicule de transition. Alors pour ceci, je vous renvoie à votre schéma 6.2 de la page 132 où on montre tous les composants du système endomembranaire et où vous avez cette notion de vésicule de transition et de vésicule de transport ou encore de vésicule de sécrétion. Donc, je n'appelle vésicule de transition que celles qui sortent du réticulum parce qu'elles seront destinées à gagner l'appareil de Golgi ou encore les saccules golgiens. Maintenant, si le contrôle est négatif, ça veut dire que la conformation de la protéine est incorrecte et que la protéine ne sera pas opérationnelle, donc elle est destinée à être dégradée. À ce moment-là, la protéine va subir ce qu'on appelle une rétrotranslocation, c'est-à-dire elle va sortir. Au départ, on a parlé de translocation parce que c'était l'entrée de la chaîne polypeptidique par le translocant. D'accord? Mais là, on parle de sortie par le translocant, donc c'est ce qu'on appelle la rétrotranslocation. Alors, cette rétrotranslocation va amener la protéine vers le cytosol, mais cette protéine étant défectueuse, elle ne va pas rester libre, elle va être préparée pour pouvoir être dégradée par le protéason.
Alors, je vais revenir à cette calnexine qui, dans ce cas, elle est aussi impliquée dans le contrôle de la conformation du repliement de la protéine. Alors, nous sommes au niveau de la membrane du réticulum. Donc, c'est une citerne, hein, donc, c'est un compartiment fermé. La chaîne polypeptidique qui a été formée, elle est libérée dans la lumière. Dans la lumière, alors ici, vous avez la chaîne de glycosylation. C'est bon? Et la calnexine, qui est une protéine transmembranaire, mais qui est saillante dans la lumière, elle a des sites d'interaction avec les protéines et elle est capable donc de reconnaître une protéine qui est mal repliée. Si elle détecte un repliement incorrect, elle est capable de revenir en arrière, c'est-à-dire de déplier la protéine et de redémarrer son repliement par l'intervention d'autres bips de repliement. Et à ce moment-là, si le repliement est corrigé, la protéine est jugée donc contrôlée positivement, donc elle est capable de quitter le réticulum par bourgeonnement, donc il y a un bourgeon qui va se former, puis se détacher du réticulum pour former cette fameuse vésicule de transition. Si le repliement n'a pas été corrigé, eh bien, cette protéine qui est défectueuse va ressortir par le translocant, c'est ce qu'on appelle une rétrotranslocation vers le cytosol, et au niveau du cytosol, cette protéine va subir, donc voilà, une chaperonne va la faire quitter, va la faire sortir par le translocant, donc il faut qu'elle soit reconnue hein, pour ressortir là aussi. Donc c'est encore une chaperonne qui va la faire sortir. Et au niveau du cytosol, elle va subir l'action d'enzymes de déglycosylation, donc qui vont supprimer les chaînes glucidiques, d'une part, et d'autres enzymes qui vont réaliser ce qu'on appelle l'ubiquitination. Donc, elle va être ubiquitinylée et sous cette forme, elle sera reconnue par le protéasome qui devient une sorte de poubelle multiples hein, dans le cytosol qui sont chargées de dégrader toutes les protéines qui sont défectueuses, que ce soit celles qui ont été rétro-transloquées à partir du réticulum ou celles qui sont dans le cytosol. Et quand je dis défectueuse, ça peut être un défaut de fabrication comme ici ou encore une protéine qui est arrivée à terme de vie. C'est-à-dire qu'il y a une protéine enzymatique qui a réalisé le nombre de réactions pour lequel elle est formée. Et à ce moment-là, elle va être détruite dans le protéasome. Alors, ce protéasome, c'est un complexe protéique qui existe dans tous les types cellulaires et dont l'activité, dans l'efficacité de l'activité, on va dire, est très importante pour la santé de la cellule. Plus les protéasomes sont capables de dégrader les protéines vieilles, les protéines défectueuses, plus la cellule va avoir une activité correcte. Mais dès que les protéasomes n'arrivent plus à faire leur travail, eh bien, beaucoup de toxines vont s'accumuler dans la cellule et ça peut donner lieu à des pathologies. Et nous savons que le protéasome est très important dans les cellules neuronales puisqu'il y a beaucoup de neuropathies, surtout les pathologies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer ou d'autres pathologies du genre. Eh bien, beaucoup d'entre elles sont liées à l'incapacité des protéasomes à débarrasser la cellule des protéines défectueuses. Et je profite pour revenir à la maladie d'Alzheimer. Nous avons dit que la maladie d'Alzheimer, c'était lié à un problème au niveau des protéines tau qui sont hyperphosphorylées et donc ne peuvent plus
reconnaître les tubulines pour consolider le microtubule. Donc, ces protéines tau qui sont hyperphosphorylées, elles s'accumulent dans le cytoplasme. Si le protéasome n'arrive plus à les dégrader, c'est leur accumulation dans le cytoplasme qui va donner les plaques séniles qu'on reconnaît, qui définissent la maladie d'Alzheimer. Et c'est l'accumulation de ces plaques qui est donc à l'origine de la maladie. Donc voilà pour ce qui est du protéasome. Alors nous avons fini, pardon. Alors nous avons fini avec le réticulum endoplasmique. Et là, je vais aller dans la poursuite de l'activité du système endomembranaire, parler du Golgi. Vous êtes encore d'aplomb, c'est bon? Vous êtes là, on continue. Hein? On finit à 11h30 ou vous voulez moins de 2 heures aujourd'hui? C'est comme vous voulez. Hein? On finit à 11h30. Voilà, c'est bien ce que je dis. Donc, on a encore une demi-heure de travail ensemble. Alors, pour cette partie du cours, on doit toujours garder soit la page 132, le schéma de la page 132. Voilà, le schéma de la page 132, c'est pour toujours faire la liaison entre réticulum et Golgi. Alors, là aussi, la première partie du Golgi, c'est-à-dire parler de l'appareil de Golgi, qu'est-ce que c'est fait dans le TD. Mais je vais quand même rappeler les éléments qui nous intéressent. Est-ce que vous permettez? On reprend, Hannah? C'est bon? Voilà. Alors, pour cet appareil de Golgi, si on reprend de manière générale dans la cellule, l'appareil de Golgi, pourquoi appareil? Parce qu'il est formé par la répétition de plusieurs formations qui sont les dictyosomes. Un dictyosome, c'est quoi? C'est des sacules, c'est un empilement de sacules accompagné de vésicules. Donc, dans la cellule, on peut avoir 10, 20, 30 dictyosomes qui vont occuper tout le volume cellulaire, mais ces dictyosomes sont généralement situés autour du noyau. Ça veut dire que quand on prend le volume cellulaire, nous avons au centre le noyau et tout autour du noyau, vous avez le réseau de réticulum granulaire et lisse et autour encore, vous avez ce réseau de dictyosomes qui constitue l'appareil de Golgi. L'appareil de Golgi pour la cellule, son rôle, c'est quoi? C'est d'effectuer un tri, un emballage et un adressage des produits. Pourquoi? Parce que les produits, il va les recevoir de l'usine qui est le réticulum endoplasmique granulaire et le réticulum lisse, hein, chacun avec ses fonctions. Donc, les vésicules de transition qui ont quitté le réticulum et qui contiennent, qui ont chacune un contenu, des contenus différents, des contenants aussi différents, vont aller progressivement fusionner et former au final les compartiments du Golgi. C'est-à-dire que pour une cellule qui vient de démarrer son activité, le Golgi n'est pas très important. Mais au fur et à mesure que le réticulum granulaire travaille, il produit des vésicules de transition. C'est ces mêmes vésicules de transition qui vont finir par former les compartiments du Golgi. Maintenant, la fonction de tri, d'emballage et d'adressage, le tri parce que tout ce qui est contenu dans les vésicules de transition a des destinations différentes, c'est-à-dire un adressage différent. Il y a un contenu qui est destiné à quitter la cellule, il y a un contenu qui est destiné à rester à l'intérieur de la cellule, il y a un contenu qui est destiné à revenir au réticulum. Donc, c'est ce qu'on appelle le tri.
Et l'emballage, c'est parce que les molécules qui ont quitté le réticulum et qui sont des vésicules de transition, maintenant, lorsqu'elles vont rejoindre le Golgi, par exemple fusionner dans le premier sacule du Golgi, elles vont acquérir des spécificités qui vont faire que, à partir de là, leur emballage sera différent, c'est-à-dire la manière avec laquelle elles vont quitter le Golgi, elle sera différente. Et en fait, c'est toutes ces fonctions que nous allons essayer d'expliquer ensemble. Est-ce que cette introduction, parce que évidemment, si vous n'avez pas relu tout ce que j'ai envoyé, c'est un petit peu difficile. Donc, si vous voyez que vous êtes un peu perdu, je préfère revenir à la partie TD avant, ou que vous reveniez à la partie TD avant. Est-ce que c'est bon? Ah, c'est vous. Donc, moi, je disais que toute la partie structurale, vous devez la voir. J'essaie de contrôler, de voir si on est ensemble. C'est bon. Donc, je disais que les fonctions du Golgi sont le tri, l'emballage et l'adressage. D'accord? J'ai expliqué que le tri, c'est une manière de différencier les protéines qui arrivent dans le Golgi, qui ont été synthétisées par le réticulum. Au fur et à mesure, le Golgi va leur ajouter des spécificités qui vont faire qu'elles seront emballées différemment, c'est-à-dire elles vont quitter le Golgi sous un aspect différent les unes des autres pour être adressées correctement à la destination voulue. D'accord? Très bien, c'est bien ça. C'est bien ça. Et justement, péjorativement, on parle d'appareil de Golgi. Mais en réalité, tout se fait au niveau d'un dictyosome. Et les dictyosomes ne travaillent pas tous à la même allure. Ça veut dire qu'on peut avoir un dictyosome qui est dont l'activité est importante et un autre dictyosome qui démarre l'activité. D'accord? Tout ça, c'est lié à l'importance de la synthèse au niveau du réticulum granulaire. Bon, ceci fera partie de la dernière séance, c'est-à-dire la notion de flux membranaire. Donc, pour le moment, on va parler du tri. Pour parler des fonctions du Golgi, on est obligé de revenir à la structure même de chaque dictyosome. Mais avant cela, je vais dire que le tri, c'est quoi? C'est distinguer les protéines et les glycoprotéines qui sont arrivées au niveau du Golgi par des fonctions supplémentaires que le Golgi va réaliser lui-même. Par exemple, ajouter un groupement phosphate, ajouter un groupement sulfate, éliminer des sucres, ajouter des sucres. Donc, c'est ça qui va faire que le tri des molécules va se faire au niveau de l'appareil des dictyosomes golgiens. Seulement, quand on note toutes ces modifications, eh bien, elles ne vont pas se faire de manière aléatoire à travers les dictyosomes qui forment le Golgi, mais elles vont se faire chacune dans un sacule du Golgi précis. Donc, elles sont spécifiques à chaque sacule. Et c'est pour ça qu'on est appelé à revenir à la structure du dictyosome golgien. Alors, si on prend le dictyosome golgien avec comme référence ici la présence du réticulum endoplasmique granulaire par rapport à votre schéma. Hein. Le schéma, le réticulum, il est en bas, le Golgi, il est en haut. Ici, l'image, elle est inversée. D'accord? Vous avez le réticulum ici
Tout ça, c'est le dictyosome golgien. Entre le réticulum et le dictyosome, vous avez les vésicules de transition qui ont quitté le réticulum et qui contiennent donc les produits qui ont été contrôlés positifs, c'est-à-dire qui sont jugés fonctionnels pour arriver au niveau des sacules du dictyosome. Donc, commence alors le tri à travers les sacules du Golgi. Alors, ces tris vont se faire au niveau du premier sacule qu'on appelle, alors là, je reviens sur ce que vous avez eu sur le plan structural. Un dictyosome golgien, il a une face d'entrée qui est sous forme de bourgeon, donc où il n'y a pas de limite, et une face de sortie, toujours des bourgeons, où il n'y a pas de limite. La face d'entrée est appelée réseau cis-golgien et la face de sortie est appelée réseau trans-golgien. Donc le réseau trans se retrouve proche de la membrane plasmique, le réseau cis se trouve proche du réticulum endoplasmique. Donc le réseau cis, c'est l'entrée, le réseau trans, c'est la sortie. Le tri va concerner des événements qui tendent à modifier les fonctions de la protéine, soit au niveau du premier sacule 6, ou des sacules qu'on appelle les sacules médians. Il peut y avoir un ou plusieurs sacules médians. Le dernier sacule est le sacule trans et suivi donc du réseau trans-golgien. Donc, le réseau d'entrée, c'est GN, le réseau de sortie, TGN, les sacules du dictyosome, le premier, le 6, le médian, ils sont un ou plusieurs, c'est les médians, et le dernier, c'est le sacule trans. Donc, réseau trans par rapport à sacule trans et réseau CGN par rapport à sacule 6. Est-ce que ça, c'est clair? Alors maintenant, globalement, cette image, elle résume un petit peu tout ce qui va se faire. Par exemple, dans le sacule 6, on va assister à une phosphorylation des oligosaccharides quand il s'agit des protéines qui sont les hydrolases acides, c'est-à-dire destinées à être contenues dans les vésicules à hydrolase pour conduire à la fonction du lysosome. Les cellules à un appareil de Golgi, alors j'ai pas suivi la question. Je réponds à la question. C'est le nombre de dictyosomes et l'importance de la taille des dictyosomes. Parce qu'on peut avoir dans une cellule des dictyosomes très, très ramassés, très peu étendus, comme on peut avoir des dictyosomes qui sont à sacule très large et à sacule même dilatée avec beaucoup de vésicules d'accompagnement. Je pense que j'avais quand même... Pardon? Toujours un seul appareil, toujours. C'est le nombre de dictyosomes et la taille des dictyosomes qui signifie un appareil de Golgi développé ou pas. D'accord? Donc, si je reviens à ces fonctions de tri, par exemple, on sait que le sacule 6 réalise la phosphorylation pour des résidus glucidiques précis quand il s'agit de former les futures enzymes hydrolytiques qui composent les vésicules à hydrolase. On assiste aussi à l'élimination des mannoses dans ces sacules 6. Cette élimination des mannoses, elle se poursuit dans les sacules médians, mais en plus de cela, les sacules médians sont capables de réaliser d'autres glycosylations qu'on appelle les euglycosylations, c'est-à-dire les glycosylations
par rapport au site d'attache des glucides. Et au niveau du sacule trans, on a toujours des glycosylations, donc avec addition de sucres différents de celles qui ont été ajoutées dans le sacule médian. Et au niveau du sacule trans, on a aussi les phénomènes de sulfatation, donc de formation de fonction sulfate. Voilà en gros ce qu'on va raconter. On va commencer par le travail ou la fonction du sacule 6 qui est la phosphorylation du sucre mannose en position carbone 6 pour les futures hydrolases acides. Alors, je m'explique. Le réticulum a formé des protéines qui, au final, doivent avoir une fonction enzymatique acide. Donc, ce sont les futures hydrolases acides. Ces protéines, lorsqu'elles arrivent dans le sacule 6, elles vont être marquées par une fonction phosphate. Donc, on va leur ajouter un phosphate. Ce phosphate va être ajouté au niveau du carbone 6 du sucre mannose. Donc, le processus de phosphorylation, alors je suis au niveau du réticulum. Donc là, au niveau du réticulum, voici la citerne de réticulum. Une protéine a été synthétisée, glycosylée, et elle porte une arborisation sucrée, donc dans laquelle vous avez le sucre mannose qui va subir l'accrochage du groupement phosphate. Donc, cette protéine est sortie, elle a quitté le réticulum sous forme de vésicule de transition, et cette vésicule de transition va fusionner avec le sacule 6 du Golgi. Jusque-là, c'est bon. À l'intérieur du sacule 6, qu'est-ce qui se passe? Puisqu'on a besoin d'accrocher un groupement phosphate sur le sucre, donc sur un sucre en mannose de la chaîne de N-glycosylation. Alors, je vous demanderai d'aller à la page 144 du livre, où vous allez lire au niveau du sacule 6 du Golgi les protéines solubles glycosylées destinées aux endosomes, aux vacuoles autophagiques ou encore aux vacuoles hétérophagiques, c'est-à-dire les phagosomes, doivent subir une phosphorylation indispensable à leur maturation en enzymes digestives qu'on appelle les hydrolases acides. Cette phosphorylation se produit en ces deux étapes, donc l'accrochage, c'est-à-dire l'importation du phosphate, puis l'accrochage du phosphate. Alors, c'est pour ça que je reviens ici. Donc, on est dans le cytosol, et dans le cytosol, il y a un sucre phosphorylé, le N-acétylglucosamine, phosphate, donc un sucre phosphorylé, qui, accroché à un nucléotide UDP, peut traverser la membrane du sacule 6 et se retrouver dans la lumière du sacule 6. Donc, c'est ce qu'on appelle l'importation d'un sucre phosphorylé. Mais le sucre doit d'abord être transporté, doit être combiné à un nucléotide dans le cytosol. Et ça, c'est une chose que nous n'avons pas vue
réticulum granulaire, rappelez-vous, on a bien vu que la chaîne glucidique, elle a été formée dans le cytosol et accrochée au dolicole, puis par flip-flop, elle s'est retrouvée du côté luminal. Par contre, pour les membranes du Golgi, l'importation des sucres, parce qu'on vient de voir qu'il y a aussi des glycosylations dans le Golgi, l'importation des sucres, elle se fait toujours de cette manière. C'est-à-dire que le sucre doit être transporté par un nucléotide pour qu'il puisse être transporté par une perméase. Et cette perméase, c'est une perméase antipore qui laisse rentrer le complexe nucléotide sucre et va recycler le phosphate, va recycler le nucléotide. D'accord? Après, bien sûr, dégradation. Vous me suivez? Donc, on parle d'importation, oui. Très bien. On parle d'importation du sucre phosphorylé sous forme de complexe nucléotide sucre phosphorylé. Il traverse, donc il se retrouve dans la lumière. Et dans la lumière, il y a d'abord hydrolyse de l'UDP en UMP, c'est-à-dire déphosphorylation. Il était à diphosphate, uridine diphosphate, devient uridine monophosphate. Et c'est cette uridine monophosphate qui sera recyclée par la même perméase antipore. On se charge maintenant du sucre phosphorylé. Le sucre phosphorylé sera pris en charge par une N-acétylglucosamine phosphotransférase. Ça veut dire que c'est une enzyme qui est chargée de transférer uniquement ce type de sucre à son emplacement. Donc, cette N-acétylglucosamine phosphotransférase ou une phosphotransférase, elle va l'accrocher au carbone 6 d'N-mannose de la chaîne de glycosylation. Et lorsqu'elle accroche, la partie phosphate en premier. Donc, c'est le phosphate qui est accroché au 6e carbone. Intervient ensuite une enzyme qui va cliver le sucre, qui va détacher le sucre du phosphate. Parce que le but du processus, c'est une phosphorylation. Donc, le phosphate n'est pas venu seul, il est venu combiné à un sucre, lui-même combiné à un nucléotide. Le nucléotide est vite dégradé et recyclé vers le cytosol. Nous reste maintenant le sucre qui est attaché au phosphate. Donc, une autre enzyme qui est la phosphoglucosidase ou une N-acétylglucosamine phosphoglucosidase va venir couper le N-acétylglucosamine et garder le phosphate lié au 6e carbone du mannose. Voilà, de cette manière, on a accroché une sorte d'étiquette à notre protéine. Quand elle est rentrée, elle pouvait ressembler à n'importe quelle autre protéine qui se trouve en même temps, qui fusionne, parce qu'il y a beaucoup de vésicules qui vont fusionner et qui vont déverser leur contenu dans le sacule 6. Mais celle-ci, maintenant qu'elle porte un phosphate accroché pas n'importe comment, pas n'importe où, au niveau du 6e carbone d'un mannose, c'est là l'étiquette qui permet de différencier cette protéine de toutes les autres. Et par conséquent, ça devient un système de tri qui est déjà réalisé au niveau du sacule 6. Donc, avec ça,
la phosphorylation du mannose en position carbone 6, eh bien, a permis de trier toutes les futures hydrolases acides, elles sont triées de cette manière. Donc, toutes les protéines qui ont cette marque-là, ce sont des futures hydrolases acides. C'est bon? Alors, comment va se faire la poursuite du processus à travers les sacules restants? Donc, la vésicule de transition a fusionné au sacule 6. Maintenant, elle va quitter le sacule 6 sous forme de bourgeon et elle va se retrouver latéralement. Alors, deuxième